Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Deuxième jour de la visite officielle du président de la République, Ahmed Tebboune, au Koweït. Il a été reçu à son arrivée hier à l'aéroport Amri par le prince héritier, Cheikh Mishal Al-Jaber Al-Sabah, et de hauts responsables de l'État. Reconnu pour sa teneur en protéines, le tourteau de colza est utilisé dans l'aquaculture d'eau douce en Algérie. Il n'existe qu'une seule unité de production de cet aliment. Elle se trouve dans la wilaya de Boumerdes d'une capacité de 300 kg par heure. La situation ne cesse de s'aggraver dans les territoires sahraouis occupés. Dans la ville de Dakhla, occupée, tir à balles réelles, coups, humiliation. Les forces d'occupation, les forces marocaines ont violemment réprimé des dizaines de manifestants pacifiques sahraouis qui réclament justice. Et puis les Marocains battent le pavé depuis plusieurs semaines. Hier, ils étaient des milliers à crier leur colère, protestant contre la pauvreté et la cherté de la vie. Des manifestations qui ont éclaté dans plusieurs villes du pays. Un dossier sur la Casbah d'Alger dans cette édition à l'occasion de la célébration de sa journée nationale. Il y a 30 ans, la Casbah d'Alger a intégré le patrimoine mondial de l'humanité. Bienvenue à tous. Le président de la République, Ahmed Tebboune, est arrivé hier après-midi au Koweït pour une visite officielle de 2 jours. Il a été accueilli à son arrivée à l'aéroport Amiri par le prince héritier, Cheikh Mishal Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, et de hauts responsables de l'État. À leur tête, le président du Conseil de la Nation, Merzoug Ali Ghanem, le président du Conseil des ministres, Cheikh Moubarak Faisal Saoud Al-Sabah, et le chef cabinet princier, le prince héritier, Cheikh Ahmed Abdallah Al-Ahmed Al-Sabah. رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، وكيل وزارة الداخلية، وكيل وزارة الداخلية، وكيل الحرس الوطني، وكيل الإدارة العامة للمرافقين المسكينين. أهلا وكيل وزارة الداخلية، وكيل وزارة الداخلية، وكيل الحرس الوطني، وكيل الإدارة العامة للمرافقين المسكينين. الله يرضى عليك الصوت. الله يرضى. 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 الله يرضى عليك الصوت. الله يرضى.
Et après avoir écouté les deux hymnes nationaux, le président de la République a eu des entretiens bilatéraux préliminaires avec le prince héritier sur les relations bilatérales et les voies pour les consolider, raffermir les liens de fraternité séculaire unissant les deux peuples frères. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a rencontré hier soir dans la capitale koweïtienne les membres de la communauté nationale établie au Koweït. Il a réitéré sa volonté d'accorder toutes les facilitations à notre communauté établie à l'étranger afin qu'elle puisse contribuer à l'édification de l'Algérie et à la relance de l'économie nationale en se basant sur la nouvelle approche de la diplomatie économique. Le président de la République a mis l'accent sur les efforts de l'État pour le développement de l'investissement en associant les membres de la communauté nationale établie à l'étranger dans le développement économique du pays. Écoutez. بالنسبة للاستثمار بالطبع يعني الاستثمار احنا كنت نشرح قبيله قيمة الاستثمار عندنا الاستثمار الوطني ولا الاستثمار تاع الأشقاء ولا الاستثمار تاع الأجانب كذلك. احنا مرحبا بهم. فيه قوانين لما يجي مثلا جزائري يستثمر في بلده الثاني الكويت فيه قوانين لازم يحترمها. احنا هذاك واش طالبين فقط يعني باش ما تكونش الامور بغموض ولا امور كذا، تكون امور تاع وضوح ويربح ويحول الارباح نتاعو والله يسهل عليه مضمون ومحمي من الدوله الجزائريه. احنا على وشك ربما من على شهر ولا نخرج القانون الجديد نتاع الاستثمار تكون فيه هذه الملاحظات اللي قلتها ان شاء الله نراعي فيها الاستثمار تاع الشقيق والصديق والخاص والدولي يعني تاع دولة الكويت ولا تاع الخواص الاشقاء الكويتيين. Le président de la République a affirmé par ailleurs que la nouvelle Algérie est une Algérie basée sur de nouvelles mentalités et de nouveaux comportements ouvrant grand les bras aux investisseurs venant de pays frères. Écoutez. احنا لما قلت جزائر جديدة مش معناه رئيس جديد ولا وزير جديد ولا تصرفات جديدة. جزائر جديدة يعني جزائر ما هيش معقدة ولا واحد يعقدها، ما هي معقدة لا من الاستثمار ولا من الشقيق يجي يعيش معنا ويجي يخدم ويشتغل ويدي خلاص. احنا الإطارات اللي موجودة اليوم إطارات كلها نزيهة لا غبار عليها لا شكوك فيها ويعملوا من أجل الوطن والوطن وحده فقط. Le président de la République a appelé les membres de la communauté nationale établie à l'étranger à participer au bond économique que connaît l'Algérie. Écoutez. اليوم الحمد لله الآفاق تفتحت. أنا ماذا بيا بكم انتوما والناس اللي معهم في القاعة وفي الجالية تاعنا اللي راها في دول متقدمة يشاركوا. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a affirmé que la défense des intérêts de l'Algérie implique la défense des intérêts et des pays du Golfe arabe. Écoutez. بالنسبة للخليج بصفة عامة، بالنسبة للخليج أنا في دفاع عليهم اللي يمسهم يمسنا، اللي يمس الكويت ولا اللي يمس قطر ولا اللي يمس السعودية ولا كأنه مسنا احنا ما نقبلوهاش.
Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a eu des échanges avec des membres de la communauté nationale établie au Koweït. Il a écouté longuement leurs préoccupations sur nombre de questions. Je vous propose d'écouter ces réactions. سيادة الرئيس ومعالي الوزراء في زيارتهم اليوم الكويت واعطينا الفرصة انه يسمع انشغالات الجالية الجزائرية المتواجدة هون بالكويت، واحنا متفائلين خير ان شاء الله في كل المقترحات وفي هذا اللقاء ان شاء الله. كالعادة الرئيس شفنا أنه كان لقاء صريح شفاف، أعطانا الفرصة أنه حكينا معاه وسألنا أسئلة بكل عفوية، ومرتاحين جدا لهذا اللقاء ونشكره كثير على هذا المبادرة وعلى الزيارة. لقائنا مع رئيس عبدالمجيد تبون كان مثمر رائع، أحسسنا بالقرب منه، طرح علينا عدة نقاط في الجزائر وماذا بينا نخدموا علشان بلادنا نحن المغتربين في وطننا الثاني الكويت، وإن شاء الله تكون بداية خير من المغتربين في الكويت. Gros plan à présent sur un fleuron de l'industrie pétrolière, la raffinerie de Siderzine à l'est d'Alger. C'est la première construite dans le pays. Elle permet aujourd'hui à l'Algérie d'une autosuffisance en carburant. Remise à niveau récemment, elle a mis en activité les dernières installations. Cette semaine, un fonctionnement grâce à une main-d'œuvre 100% algérienne, comme vous allez le découvrir dans ce reportage signé Abdelmajid Benrassi. Aux commandes et à la tâche, plus de 1100 travailleurs qui veillent de jour comme de nuit à assurer et garantir la production. Réalisée en 1964, la raffinerie d'Alger a été réhabilitée à 2 reprises, une fois en 2010 et une autre en 2016. Elle produit de l'essence, du gasoil, du kérosène et d'autres dérivés du pétrole destinés au marché national et international. Avec la dernière réhabilitation achevée en 2019, la raffinerie a permis à Sonatrach de ne plus importer du carburant. L'Algérie est passée à l'autosuffisance. Effectivement, on n'importe plus d'essence. On n'importe plus d'essence. Donc, par rapport à la raffinerie d'Alger, on est passé d'un traitement de 2,7 millions de tonnes par an de traitement à 3,650 000 tonnes par an, soit une augmentation quand même qui est assez conséquente de 35%. Et le plus important, c'est la reconversion totale du brut au niveau de la raffinerie d'Alger. C'est-à-dire qu'on est passé d'une production de gasoil de 650 000 à 1,2 million, ce qui est très très important, c'est pratiquement le double, et qu'on ne fabriquait pas d'essence auparavant. Mais maintenant, quand même, avec la nouvelle raffinerie, avec cette réhabilitation, on est passé à une production de 1,3 million de tonnes d'essence et sans plomb. Un défi relevé grâce à un investissement important dans les infrastructures, certes, mais pas seulement. Le plus important encore, c'est la formation de la ressource humaine qui a su prendre le relais du départ des étrangers, surtout en pleine crise de la Covid-19. On a relevé un défi, alhamdoulilah, grâce à l'investissement dans l'homme, c'est-à-dire dans les ressources humaines. On a fait beaucoup de formations à nos éléments. Ils ont fait l'IAP, ils ont fait l'étranger, ils ont fait toutes les raffineries d'Alger, tous les sites de Sonatrach. Donc ça nous a permis de former nos éléments bien avant d'entamer le démarrage de ces unités, ce qui a été très bénéfique parce qu'actuellement, pas actuellement, mais je dirais qu'on a démarré nos unités avec notre personnel. Rejoindre Sonatrach, c'était un rêve qui était presque inaccessible. On croyait qu'il fallait connaître quelqu'un alors que pas du tout. On a juste déposé notre CV, ils nous ont appelés, on a passé notre entretien et tout s'est bien passé. Alors, on a été recruté en 2018. En 2018, je suis de cursus universitaire, j'ai un master en raffinage et pétrochimie. Puis, en intégrant la Sonatrach, ils nous ont formés à l'IAP de Arzeu. J'ai reçu Sonatrach en 2015. Ils ont publié un concours national, IAP. Donc on a passé le concours, et alhamdoulilah, Vous avez réussi. J'ai réussi. Vous êtes Maintenant, je suis un technicien d'exploitation consoliste. Le plus grand défi,
c'est la mise en service de la raffinerie d'Alger en 2018. C'est 100% algérien, tous des cadres algériens. Et c'est une fierté pour vous? Bien sûr. C'est une fierté? Bien sûr, c'est une grande fierté pour nous. Des compétences exclusivement algériennes que nous avons retrouvées au niveau du laboratoire où 28 techniciens et ingénieurs diplômés des universités et instituts algériens veillent sur le contrôle de la qualité des produits. Le laboratoire, c'est les yeux de la raffinerie. C'est le garant de la qualité. Donc nous sommes un laboratoire qui est certifié et qui est accrédité pour le Jet A1 et de mettre le produit sur le marché national ou bien le marché international. Le point névralgique de la raffinerie reste la salle de contrôle centrale. Tout est géré, observé et commandé à partir de cette salle, depuis l'arrivée du pétrole brut jusqu'à la sortie des produits finis. Il y a plus de 22 personnes qui travaillent jour et nuit en continuité, jour férié, non-stop. C'est un travail 24 sur 24. Ils suivent à part l'arrivée de brut, dès son arrivée à son traitement, dès le début du traitement jusqu'à le départ. Plus de 50 ans après la nationalisation des hydrocarbures, la raffinerie de Sidi Rezine reste l'autre fleuron de l'industrie pétrolière algérienne. Reconnu pour sa teneur en protéines, le tourteau de colza est utilisé dans l'aquaculture d'eau douce. En Algérie, il n'existe qu'une seule unité de production de cet aliment. Elle se trouve dans la wilaya de Boumerdes, d'une capacité de 300 kg par heure. Reportage Walid Yousfi. Il s'agit de la toute première unité de production d'aliments pour poissons en Algérie. 6 à quelques kilomètres de la wilaya de Boumerdes, cette unité est entrée en activité depuis près de 2 ans. Elle dispose aujourd'hui d'une capacité de production de 2,4 tonnes par jour, un rendement qui lui permet de subvenir aux besoins du marché local, mais aussi de plusieurs autres wilayas en aliments pour poissons d'eau douce. Nous fournissons l'aliment pour toutes les wilayas du territoire national. Nous avons une capacité de production d'environ 300 kg l'heure. Le produit éternel, il est 100% algérien. Nous n'importons rien. La matière première est d'abord transformée en poudre. Nous suivons une procédure minutieuse pour avoir un aliment de qualité. Le tout est ensuite mélangé avant de passer au four. La matière première doit passer par toutes ces étapes avant que le produit final ne soit emballé et prêt à être mis sur le marché. Augmenter la capacité de production, mais pas que. À travers ce projet, cet investisseur ambitionne de créer plus de postes d'emploi. Nous souhaitons bénéficier d'une aide pour opérer une extension de notre usine et embaucher plus de personnes. La production pourra ainsi dépasser les 10 tonnes par heure. Actuellement, le point le plus important concernant l'aquaculture d'eau douce, c'est que les intrants sont tous au niveau national. Quand on parle des intrants, c'est l'aliment, l'écloserie et la construction des cages flottantes aussi. Monter les capacités de production et répondre à la demande du marché national, c'est donc l'objectif de cet investisseur qui projette aussi de pénétrer le marché international et de se positionner comme leader dans ce domaine. Dans la dynamique des efforts continus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée, multiforme, des unités et des détachements de l'armée nationale populaire ont exécuté durant la période du 16 au 22 février plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées à travers tout le territoire national. Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de ratissage près de la commune de Bnizid à Skikda, des détachements de l'armée nationale populaire ont abattu le 19 février 7 terroristes, récupéré 6 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, un fusil à lunettes, des quantités considérables de munitions et détruit 3 bombes de confection artisanale et des casemates pour terroristes contenant des médicaments, des
des denrées alimentaires, des vêtements et d'autres effets. De même, d'autres détachements de l'ANP ont arrêté 4 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, en continuité des efforts soutenus visant à contenir le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires, 8 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives d'introduction d'immenses quantités de drogue à travers les frontières avec le Maroc, s'élevant à 11 quintaux et 91 kg de quiche traité, tandis que 20 autres narcotrafiquants ont été arrêtés en possession de 508 558 comprimés psychotropes saisis lors de diverses opérations exécutées à travers les différentes régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tamanrasset, Borj-Baji Mourtal, Ingzem, Janet et Tindouf 211 individus et saisi 29 véhicules, 240 groupes électrogènes, 161 marteaux-piqueurs, 10 détecteurs de métaux, des quantités d'explosifs, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite ainsi que 58,5 tonnes de mélange d'or brut et de pierre, alors que 14 autres individus ont été appréhendés en leur possession. 10 fusils de chasse, 72 quintaux de tabac à Batna, Biskra, Tougourt, Msila et Naama. De même, des gardes frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de quantité de carburant s'élevant à 25 858 litres à Tébessa, Taraf et Soukaras. Dans un autre contexte, des gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 38 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 266 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Illizi, Tlemcen et Béchar. Au Sahara occidental, les forces marocaines ont violemment réprimé des dizaines de manifestants pacifiques sahraouis qui ont réclamé que justice soit faite dans l'affaire de l'assassinat de Lahbib Agrichi le 7 février dernier. Yasmine Soadi. La situation ne cesse de s'aggraver dans les territoires sahraouis occupés. Dans la ville de Dakhla occupée, tir à balles réelles, coups, humiliations. Les forces marocaines ont violemment réprimé des dizaines de manifestants pacifiques sahraouis qui réclament que justice soit faite dans l'affaire de l'assassinat de Lahbib Agrichi le 7 février dernier. Un mouvement lancé depuis quelques jours pour exiger des autorités de l'occupation marocaine de dévoiler les circonstances de ce crime abject et punir ses auteurs. Après avoir refusé d'ouvrir une enquête sérieuse sur cette disparition, les autorités marocaines ont annoncé il y a 2 jours l'assassinat de ce citoyen sahraoui sans en clarifier les circonstances. Selon des informations publiées par des médias sahraouis, l'implication des autorités marocaines dans le crime a été confirmée après l'assassinat du seul témoin qui est apparu dans des vidéos en compagnie de Lahbib Agrichi avant sa disparition. Ni les menaces, ni les arrestations et encore moins le matraquage ne viendront à bout de la détermination du peuple sahraoui à combattre le régime du Makhzen qui occupe illégalement les territoires du Sahara occidental depuis plus de 4 décennies. Et au Maroc, la population a encore battu le pavé pour dire non à la cherté de la vie. Les protestataires ont également réclamé plus de liberté, dignité, justice, dénonçant la corruption du Makhzen. Malim Damis. Les Marocains battent le pavé depuis plusieurs semaines
Hier, ils étaient des milliers à crier leur colère, protestant contre la pauvreté, la cherté de la vie et la coupure d'eau et de courant à des centaines de familles démunies. Des manifestations qui ont éclaté dans plusieurs villes du pays. Nous sommes sortis pour manifester contre la hausse des prix. Cela fait 3 ans que les Marocains souffrent du Covid. Le peuple marocain est sorti pour dire non à la cherté de la vie. Il y a des familles qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Les protestataires ont également réclamé plus de liberté, de dignité et de justice, dénonçant la corruption du Makhzen. Nous avons constaté aujourd'hui que les légumes de qualité sont exportés vers l'Europe et les Marocains ne consomment que des produits de mauvaise qualité, bourrés de pesticides. Les partis d'opposition et les associations de défense des consommateurs appellent le gouvernement à prendre les mesures urgentes afin de protéger le pouvoir d'achat des citoyens. Le président russe a promis ce matin d'être intransigeant sur ses exigences dans la crise qui l'oppose aux Occidentaux sur l'Ukraine, rendant toujours plus menaçant le spectre d'une invasion malgré les sanctions occidentales qui s'accumulent. La crainte d'une escalade militaire aux portes de l'Union européenne est à son paroxysme depuis que Vladimir Poutine a reconnu lundi l'indépendance de 2 territoires séparatistes pro-russes dans l'est de l'Ukraine, les républiques autoproclamées de Donetsk et Lugansk. Pour le président américain Joe Biden, le feu vert hier du Parlement russe à une opération militaire en Ukraine et le début d'une invasion du pays sur le front. Dans l'est de l'Ukraine, les séparatistes de Lugansk ont annoncé ce matin la mort d'un combattant abattu selon eux par un sniper ukrainien. Un civil a été aussi tué dans des bombardements pendant la nuit selon les rebelles. On en parlait déjà hier, la journée nationale de la Casbah d'Alger. C'est aujourd'hui, il y a 30 ans, la Casbah d'Alger a intégré le patrimoine mondial de l'humanité et les attributs de la valeur universelle exceptionnelle qui avaient permis son inscription sont maintenus. Les opérations de restauration enregistrent un taux d'avancement global de 65%. Ça concerne les sites du Palais du Dey, le Palais des Bey et la Poudrière située dans la citadelle d'Alger. Yamina Saïdji les a visités pour nous. Reportage. La citadelle de la Casbah d'Alger, ce site classé patrimoine mondial de l'UNESCO en 1992, regroupe des édifices marqués par le temps et l'histoire. Les travaux de sa restauration sont en cours depuis 2012. Certains ont même été finalisés, comme ici à la mosquée du Dey. Le Dey l'a construit justement pour ses besoins lors de son déplacement vers la citadelle, qui était déjà une structure militaire. Et dû aux insécurités du pouvoir, il s'était déplacé vers la citadelle. Et donc cette mosquée, c'est une mosquée à Khotba, du vendredi, qui recevait les hauts dignitaires. Elle a la particularité d'être une mosquée, on dira, donc elle est de rite hanafi. La Poudrière, Dar al-Baroud, qui tire son appellation du fait qu'on y fabriquait de la poudre à canon dans la finalisation et à plus de 90%, raconte bien des histoires. Parmi les spécificités de ce bâtiment, on trouve le système d'aération qui se fait par le biais de 2 murs, où nous avons 2 murs avec des fenêtres qui ne sont pas alignées pour avoir toujours cette aération, la ventilation, sans avoir d'éclairage direct et de rayons solaires, pour éviter toutes sortes d'explosions. Plus haut, au Palais des Bey, l'opération s'avère plus délicate. Les travaux lancés en 2016 n'ont même pas atteint le taux des 50%, vu les contraintes techniques. Donc, le Palais des Bey, il est construit sur la muraille, donc sur la muraille de la Casbah. Et la difficulté donc, dans les travaux de consolidation, c'est justement le fait qu'il soit sur cette muraille. C'est le Palais du Dey, Dar Sultan,
Il surplombe la citadelle et constitue l'édifice le plus important. Il retrouve petit à petit ses couleurs. Sa restauration a dépassé les 60%. On peut déjà imaginer la vie à l'époque des Dey. Nous sommes ici au niveau du patio. Et il est constitué, le palais du Dey est constitué donc d'entités. Nous avons au rez-de-chaussée donc le patio, nous avons le diwan, nous avons les trésors du Dey. Au niveau 1, nous avons les cuisines, donc c'est une grande cuisine du Dey. Nous avons la volière. Au niveau 3, nous avons le hammam, sans oublier donc le harem. Et au dernier niveau, nous avons les appartements du Dey. Toute une mémoire à sauvegarder à travers cette restauration qui requiert un savoir-faire particulier. Le manque justement dans cette spécialité est comblé par de jeunes diplômés en archéologie qui se forgent sur le terrain. Un apprentissage qui portera ses fruits et redonnera à ce joyau de notre patrimoine toute sa splendeur. La Casbah d'Alger est aussi un symbole fort de la révolution algérienne et une gardienne de la mémoire. Exemple, l'îlot Bouhired, un ensemble de 4 maisons comprenant la demeure historique de la famille Bouhired Mbarak, un haut lieu historique qui a servi de refuge à des figures emblématiques de la guerre de libération nationale. L'îlot a été complètement restauré et réhabilité après plus de 4 ans de travaux. Reportage Sabrina Khlifi. Nous sommes au 3 impasse Lavoisier, à la Casbah d'Alger. La maison historique des Bouhired, autrefois foyer de la révolution algérienne. Un chef-d'œuvre architectural restauré entièrement. En 2016, la structure était dans un état catastrophique. Des fissures partout, ainsi que des dégradations liées au séisme de 2003. Quand nous sommes arrivés dans cette maison en 2016, on l'a retrouvée dans un état de dégradation très avancé. Nous, on s'est attelés à restaurer en premier lieu la structure, donc avec des travaux de consolidation très lourds, et nous avons aussi pris les alentours, en fait les maisons qui sont mitoyennes à la maison Bouhired, puisque, comme tout le monde le sait, les maisons à la Casbah sont imbriquées les unes avec les autres en termes de structure. Donc nous avons été obligés de restaurer aussi les maisons mitoyennes qui, elles, causaient des dégradations aussi à la maison de la famille Bouhired. Et s'en est suivi bien sûr ensuite la restauration fine. Ce que je dis la restauration fine, c'est-à-dire ce que j'entends par là, c'est tout ce qui est décor, céramique, boiserie, mots des natures, sculpture. Afin de redonner vie à cette magnifique demeure, l'équipe de restauration a mis en œuvre tout son savoir-faire. Aujourd'hui, elle retrouve son image d'avant. C'est des matériaux locaux, donc nous avons fait revivre un petit peu les techniques anciennes et bien sûr avec l'aide des artisans qui ont joué le jeu et qui ont été patients avec nous, avec pas mal d'essais, puisque nous avons retrouvé certaines techniques anciennes qu'on a remis au jour, et avec l'aide aussi de certains historiens qui nous ont aidés aussi à fouiner un petit peu dans les archives pour essayer de trouver des récits, des descriptions, etc. Ces demeures de la Casbah revit aujourd'hui malgré les difficultés, grâce à ces jeunes qui œuvrent à promouvoir l'art, la culture et faire découvrir la richesse des lieux aux Algériens. Et si vous avez déjà visité la Casbah d'Alger, les différents modèles de heurtoirs, de portes ne vous ont pas laissé indifférents. Chaque modèle a son histoire et sa symbolique. Le heurtoir de porte est aussi appelé Harika, Tabtaba ou Ennah. Friel Hamdi revient dans ce reportage sur l'histoire de cet élément qui orne pratiquement toutes les portes des maisons de la Casbah d'Alger. Regardez. Au fil de mes balades à travers les dédales de la Casbah d'Alger, je suis tombée sous le charme des portes des maisons qui ont traversé les siècles.
Mais ce qui m'a attiré le plus, c'est les différents modèles dortoirs qui ornent ces portes. De véritables joyaux du patrimoine algérois. On le retrouve un petit peu dans les palais, dans les grandes maisons, les manoirs, etc. Et bien sûr, petit à petit, il est descendu vers l'Andalousie et on le retrouve vers le 15e, 16e siècle. On retrouve un petit peu le heurtoir mauresque, typiquement mauresque. Le heurtoir, appelé à Alger Nah, est une pièce de métal composée d'une partie fixe à laquelle s'agence une partie mobile, destinée à frapper sur la première pour demander l'ouverture d'une porte. Nous avons un modèle de heurtoir. Tout à l'heure, je disais que l'origine de l'heurtoir algérois vient de l'Andalousie. C'est après la chute de Grenade. Donc les Andalous sont installés à Alger, mais pas uniquement à Alger. On le retrouve aussi à Tlemcen, on le retrouve un petit peu dans les grandes cités, les anciennes cités. Il faut savoir que les heurtoirs sont apparus dès le XIe siècle en Europe et ont été introduits à Alger par les Andalous, après la chute de Grenade au XVe siècle. Mais la forme la plus connue est celle de la main qui symbolise chez les musulmans l'accueil. Cette forme qu'on retrouve le plus souvent sur les portes de la Casbah. D'abord, nous avons des heurtoirs où on ne trouve aucune bague. Donc la main n'a aucune bague. On appelle ça la main de Marie, Yid Maryam. Donc c'est Marie l'Adra, Maryam l'Adra, donc elle ne s'est jamais mariée, donc elle ne porte pas de bague. Ça veut dire que la maison est habitée par des chrétiens. Donc il suffit juste de regarder pour savoir que ça c'est une maison habitée par des chrétiens. Lorsque le heurtoir, la main porte une bague dans l'annulaire, comme dans ce cas-là. On appelle ça Yid Fatma. La main de Fatma, bon, Fatma, c'est la fille du prophète, elle était mariée, donc elle porte une bague. Ça veut dire que la maison est habitée par des musulmans. Et lorsque la bague se retrouve dans le majeur, donc on appelle ça la main de la juive, Yid Lihudia. Donc, si on voit la main comme ça, avec la bague ici, ça rappelle la ménorque, qui est le chandelier aux 7 branches, symbole des Juifs. Donc la maison est habitée par des Juifs. Le nah ou heurtoir a donné chez les Algérois une expression drb nah que beaucoup de personnes utilisent pour demander de fermer les yeux sur quelque chose, mais sans savoir exactement le lien entre nah et fermer les yeux. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Laribi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.